Randy Geertl, qui est un radio-oncologue, a fait une expérience. Il existe des souris qu'on appelle agouties, c'est-à-dire elles sont obèses, elles ont 3 fois le poids d'une souris normale, elles ont un pelage un peu orangé, et évidemment agouties parce qu'elles sont voraces, et du fait de leur voracité, elles ont des risques plus importants de développer des maladies cardiovasculaires, du diabète, etc. On retrouve ça d'ailleurs dans certaines familles qui ont des gènes qui les prédisposent à ce genre de pathologie. Alors Randy Geertl a donné à ces souris de la vitamine B12, de l'acide folique et de la choline. Et donc les souris sont redevenues normales. Alors c'est pas ça le plus important, c'est que ces souris adultes sous supplémentation alimentaire, vitamine B12, choline et acide folique, ont eu des descendants, et ces descendants n'ont plus besoin de la supplémentation alimentaire des parents. Donc il y a quelque chose qui a été transmis, qui ne relève pas de la génétique au sens de la transmission innée des caractères, mais de l'épigénétique. Il y a une valeur qui a été transmise des souris adultes sous supplémentation alimentaire à leurs descendants. Et donc on s'est rendu compte que certains individus, alors aussi bien dans le monde des souris que dans le monde des adultes, quand il y a des maltraitances psychologiques, physiques, eh bien, il y a des gènes qui sont méthylés, donc rendus muets, et notamment au niveau de l'hippocampe et de l'amygdale, qui est impliqué dans la gestion de l'anxiété, du stress, du sentiment d'insécurité. Alors, dans le monde des souris, quand un jeune souriceau n'est pas suffisamment léché, eh bien, ça donne un adulte craintif, assez agressif, qui est peu curieux, il a peur d'explorer l'espace, et en période de stress, il ne sait pas du tout gérer son stress. Si au contraire le souriceau a été convenablement léché par sa mère, ben c'est une souris adulte qui sera plus à même de gérer son stress. Et on s'est rendu compte qu'il y a un gène qui est rendu muet, c'est le gène qui va transporter le cortisol. Quand on est stressé, on produit du cortisol, et ce cortisol a besoin d'un récepteur pour agir sur les cellules qu'il cible, notamment au niveau de l'hippocampe et de l'amygdale. Et comme il n'est pas présent, il y a un taux anormalement élevé de cortisol libre, sans récepteur, et c'est ça qui donne à la souris ce caractère agressif, craintif, qui ne sait pas gérer son stress. Alors il y a des expériences, je finis juste, qui ont été faites par Moshe Zif, et il a injecté certaines substances qui déméthylent et donc rendent à nouveau le gène actif, donc en mesure de produire le récepteur du cortisol, et ces substances, c'est des substances qu'on appelle acétyles. Et à ce moment-là, la souris qui était craintive redevient normale. Donc on voit bien la différence entre la génétique où il y a un caractère irréversible et l'épigénétique où il y a un caractère réversible, aussi bien par l'alimentation ou d'autres façons. Il y a un paradoxe quand on parle de médecine intuitive, car on considère la médecine comme une science extrêmement factuelle qui essaie d'éviter toutes sortes d'erreurs en s'appuyant sur la raison. Et là, vous avez des informations qui sont profondément irrationnelles finalement. Comment vous êtes sûr que ces informations sont exactes ? En fait, j'ai toujours le retour de la personne, premièrement. Donc quand je lui transmets des informations, elle va pouvoir les valider. Si c'est dans son champ de mémoire, parce que si c'est en lien avec d'autres lignées familiales, ce n'est peut-être pas activé au niveau de sa mémoire. Donc il y a déjà là un retour. Puis après, j'ai eu vraiment l'immense opportunité de pouvoir collaborer avec beaucoup de médecins en fait. Des personnes que j'accompagnais qui étaient suivies aussi par des psychiatres, des médecins, etc. Et donc j'ai pu aussi faire valider ces informations par des diagnostics qui ont été faits par la médecine. Ce qui m'a beaucoup plu aussi dans un sens parce que je suis de nature très sceptique et je n'avale pas tout cru, même les informations que je reçois. J'ai beaucoup de recul là-dessus et donc j'aime pouvoir valider les informations de la manière aussi la plus scientifique qui soit. Après, je n'arrive pas à tout expliquer. Voilà, je n'arrive pas à formuler cela ou à faire des équations mathématiques pour l'expliquer à quelqu'un qui ferait des maths. Mais j'arrive à le formuler d'une manière pour qu'on puisse s'entendre, même si le langage est différent. Le saviez-vous ? Une grande partie de nos gènes sont non codants. C'est ce que certains scientifiques ont appelé l'ADN poubelle, pensant qu'il était un héritage par défaut de notre évolution.
Pourtant, la recherche nous montre aujourd'hui qu'il existe des gènes sauteurs, c'est-à-dire des fragments d'ADN capables de se déplacer ou de se copier d'un endroit à un autre sur les chromosomes. C'est ce phénomène qui contribue à l'évolution des espèces, mais qui paradoxalement est aussi à la source de nombreuses maladies. Le mot ADN poubelle n'a donc vraiment plus de sens. Chez l'être humain, on dénombre environ 23 000 gènes, c'est ça ? Oui, il y en a 23 688, en gros, on va dire 24 000 gènes. Et parmi ces 23 000 gènes, qu'est-ce qui est de l'ordre de l'ADN non codant ou de l'ADN poubelle, comme on dit ? Il y a 5% de gènes qui s'expriment, qu'on appelle des exons, et 95% qui ne s'expriment pas, qu'on appelle des introns. Et donc pendant longtemps, on a considéré que cet ADN était inutile. Maintenant, on s'aperçoit qu'il a un rôle capital dans la répétitivité des séquences. C'est un réservoir aussi pour pouvoir s'adapter à des situations que l'évolution a déjà rencontrées. Et donc, alors comment ça se passe, la génétique? Donc vous avez l'ADN, il va être transcrit, c'est une sorte de négatif en ARN messager, tout ça se passe dans le noyau de la cellule, il sort de la cellule, et il va être traduit en protéines. Mais pour que l'ARN messager soit traduit, il faut enlever tous les introns. Donc on appelle ça l'épistage génétique. Et donc si la nature a pris soin d'avoir 95% d'inutiles qui ensuite est enlevés pour que la traduction puisse donner une protéine active, c'est bien qu'il y a une raison. La nature ne fait rien par hasard, donc elle a forcément un rôle, cette partie intronique, on n'a pas bien cerné, mais qui joue un rôle dans l'information génétique. On a beaucoup entendu parler du mot ARN dernièrement. Quel rôle il joue exactement? Il joue un rôle de transcripteur de nos gènes, c'est ça? La double hélice d'ADN, soit elle peut être répliquée, donc une molécule mère d'ADN donne 2 molécules filles, ou alors elle va être traduite en protéines. Et pour être traduite, la double hélice d'ADN se transforme dans une molécule simple brin qu'on appelle l'ARN messager. Tout ceci se passe dans le noyau de la cellule. Le noyau des cellules humaines, qu'on appelle d'une façon générale eucaryotiques, sont entourés d'une membrane avec des pores. L'ARN messager va sortir et aller rejoindre un organite qu'on appelle le ribosome. Et comme une bande de lecture, une bande de magnétophone, le ribosome va se déplacer le long de l'ARN messager et ainsi élaborer une protéine. Et donc l'ARN messager, c'est l'intermédiaire entre l'ADN et les protéines. C'est un relais. C'est un relais. Donc le passage de l'ADN à l'ARN messager s'appelle une transcription. Et la traduction de cet ADN messager qui donne une protéine s'appelle précisément la traduction. Comment vous avez été amené à collaborer avec des médecins? En fait, l'une des personnes que j'accompagnais était médecin. Et donc elle avait travaillé à la NASA notamment, mais elle était médecin. Et cette personne se retrouvait dans une situation en fait, de déséquilibre physique qui n'arrivait pas à être expliqué par la médecine, par les personnes qui l'entouraient. Donc la personne est arrivée très désespérée en disant je ne sais pas ce qui m'arrive, mais je me sens mourir vraiment, physiquement. Et donc, à travers les différentes consultations que j'ai eues avec elle, on a pu aller sonder son champ émotionnel, les croyances aussi, certains systèmes de croyances, et qui peut-être maintenaient aussi cette maladie qu'on n'arrivait pas vraiment à nommer en place. On n'a jamais d'ailleurs pu mettre de nom sur ces phénomènes vraiment très désastreux et désagréables que cette personne expérimentait, mais on a pu observer en fait, la diminution, la disparition de ces symptômes. Donc, ça a commencé comme ça, et à partir de cette première rencontre, on m'a mis en contact avec d'autres médecins, etc. Et comment ils vous faisaient intervenir, du coup, dans leur pratique? Est-ce qu'il y a eu des ponts, du coup, entre ces deux mondes? Il y a eu des ponts anonymes. Parce qu'à l'époque, c'était il y a quand même une bonne quinzaine d'années en arrière, ce pont entre la médecine et les thérapies alternatives, ce pont n'existait pas encore vraiment. Et il était difficile aussi de pouvoir échanger même avec certains médecins parce qu'on ne me prenait pas en considération. Donc je me suis présentée de manière anonyme, c'est-à-dire que ces médecins m'ont alors dit « Nasrine, je te donne le prénom, etc. de cette personne, est-ce que tu peux me dire ce que tu perçois ?» Donc j'ai collaboré dans les coulisses très souvent.